Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous faire une petite lecture de quelques pages sur le silence mental de Sri Aurobindo, en référence à une de mes dernières vidéos sur faire taire ses pensées. Donc je vais vous partager ces quelques pages là. Alors, donc sur le silence mental. Seulement le mécanisme est imperceptible pour l'homme ordinaire. D'abord parce qu'il vit dans un vacarme constant. Ensuite, parce que le mécanisme d'appropriation des vibrations est presque instantané, automatique, une fois pour toutes. Par son éducation, son milieu, l'homme s'est habitué à sélectionner dans le mental universel un certain type de vibration assez réduit avec lequel il est en affinité et jusqu'à la fin de sa vie, il accrochera la même longueur d'onde, reproduira le même mode vibratoire, avec des mots plus ou moins sonores et des tournures plus ou moins neuves. Il tourne et tourne dans la cage. Seule l'étendue plus ou moins chatoyante de notre vocabulaire peut nous donner l'illusion que nous progressons. Certes, nous changeons d'idée, mais changer d'idée n'est point progresser. Ce n'est pas s'élever à un mode vibratoire plus haut ou plus rapide. C'est faire une pirouette de plus au sein du même milieu. C'est pourquoi Sri Aurobindo parlait de changement de conscience. Une fois qu'il aura vu que ses pensées viennent du dehors et qu'il aura répété l'expérience des centaines de fois, le chercheur tiendra la clé de la vraie maîtrise mentale. Parce que s'il est difficile de se débarrasser d'une pensée que nous croyons nôtre, quand elle est déjà bien installée dedans, il est aisé de rejeter les mêmes pensées quand nous les voyons venir du dehors. Et une fois que nous sommes le maître du silence, nous sommes nécessairement le maître du monde mental. Parce que, au lieu d'être sempiternellement cramponnés à la même longueur d'onde, nous pouvons parcourir toute la gamme des ondes et choisir ou rejeter ce qui nous plaît. Mais laissons Sri Aurobindo nous décrire lui-même l'expérience telle qu'il a faite la première fois avec un autre yogi du nom de Bhaskar Lele et qui passa 3 jours avec lui. Voilà ce qu'il disait. Tous les êtres mentaux développés, du moins ceux qui dépassent la moyenne, doivent d'une façon ou d'une autre, à certains moments de l'existence et dans certains buts, séparer les deux parties de leur mental. La partie active, qui est une usine de pensée, et la partie réservée, maîtresse, à la fois témoin et volonté, qui observe, juge, rejette, élimine ou accepte les pensées, ordonnant les corrections et les changements nécessaires. C'est le maître de la maison mentale, capable d'indépendance. Mais le yogi va encore plus loin. Il est non seulement le maître du mental, mais tout en étant dans le mental, il en sort, pour ainsi dire. Et il se tient au-dessus, ou tout à fait en arrière, libre. Pour lui, l'image de l'usine de pensée n'est plus valable, car il voit que les pensées viennent du dehors, du mental universel, ou de la nature universelle, parfois formée et distincte, parfois sans forme. Puis, elles reçoivent une forme quelque part en nous. Le travail principal de notre mental est de répondre et d'accepter ou de refuser ces ondes de pensée. De même pour les ondes vitales et les ondes d'énergie physique subtile. Ou de donner une forme mentale personnelle à cette substance mentale, venue de la nature force environnante. J'ai une grande dette envers Lélé pour m'avoir montré ce mécanisme.
Voilà ce qu'il lui dit. Asseyez-vous en méditation. Mais ne pensez pas. Faites vous aussi l'exercice si vous voulez. Bon, ça c'est pas dans le livre. Regardez seulement votre mental. Vous verrez les pensées entrer dedans. Avant qu'elles ne puissent entrer, rejetez-les. Et continuez jusqu'à ce que votre mental soit capable du silence complet. Je n'avais jamais entendu dire avant que les pensées puissent venir visiblement du dehors dans le mental. Mais je ne songeais pas à mettre en doute cette vérité ou cette possibilité. Simplement, je m'assis et fis comme il m'était dit. En un instant, mon mental devint silencieux, comme l'air, sans un souffle, au sommet d'une haute montagne. Puis je vis 1, 2 pensées venir d'une façon tout à fait concrète du dehors. Je les rejetais avant qu'elles ne puissent entrer et s'imposer à mon cerveau. En 3 jours, j'étais libre. À partir de ce moment, l'être mental en moi devint une intelligence libre, un mental universel. Ce n'était plus un être limité au cercle étroit des pensées personnelles, comme un ouvrier dans une usine de pensée, mais un récepteur de connaissances qui recevait des 100 royaumes de l'être, libre de choisir ce qu'il voulait dans ce vaste empire de vision, ce vaste empire de pensée. Parti d'une petite construction mentale, où il se croyait à l'aise et très éclairé, le chercheur regarde derrière lui, et il se demande comment il a pu vivre dans pareille prison. Il est frappé surtout de voir comment pendant des années et des années, il a vécu entouré d'impossibilités. Et comme les hommes vivent derrière des barrières, on ne peut pas faire ceci, on ne peut pas faire cela, c'est contraire à telle loi, contraire à telle autre, c'est illogique, ce n'est pas naturel, c'est impossible. Et il découvre que tout est possible, et que la vraie difficulté est de croire que c'est difficile. Après avoir vécu 20 ans, 30 ans dans sa coquille mentale, comme une sorte de bigorneau pensant, il commence à respirer au large. Et il s'aperçoit que l'éternelle antinomie intérieure-extérieure est résolue, qu'elle aussi faisait partie de nos calcifications mentales. En vérité, le dehors est partout dedans. Nous sommes partout. L'erreur est de croire que si nous pouvions réunir d'admirables conditions de paix, de beauté, de campagne solitaire, ce serait beaucoup plus facile, parce qu'il y aurait toujours quelque chose pour nous déranger partout, et que mieux vaut se résoudre à briser nos constructions et à embrasser tout ce dehors. Alors, nous serons partout chez nous. De même pour l'antinomie action-méditation, le chercheur a fait le silence en lui, et son action est une méditation. Il entreverra même que la méditation peut être une action, qu'il fasse sa toilette ou qu'il règle ses affaires. La force passe en lui, et il est à jamais branché ailleurs. Et il verra enfin que son action devient plus clairvoyante, plus efficace, plus puissante, sans pour autant empiéter sur sa paix. La substance mentale est tranquille, si tranquille que rien ne peut la troubler. Si les pensées ou les activités viennent, elles traversent le mental, comme une bande d'oiseaux traverse le ciel dans l'air immobile. Elles passent, ne dérangent rien, ne laissent pas de traces. Même si un millier d'images ou les événements les plus violents nous traversaient, l'immobilité, tranquille, resterait. Comme si la texture même du mental était faite d'une substance de paix, éternelle et indestructible. Le mental qui est parvenu à ce calme peut commencer à agir. Il peut même agir intensément et puissamment. Mais il gardera toujours cette immobilité fondamentale, ne mettant rien en mouvement par lui-même, recevant d'en haut et donnant à ce qu'il a reçu une forme mentale, sans rien y ajouter de son cru, calmement, impartialement, mais avec la joie de la vérité et la puissance, la lumière de son passage.